Alors déjà, merci beaucoup à Priscilla et Mathilde pour l'organisation de cette journée, de cette très belle journée. Et merci plus généralement aux institutions et aux structures qui ont permis l'organisation de cette journée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par quelques mots d'introduction pour recontextualiser mon intervention d'aujourd'hui dans le cadre plus global de ma thèse. Parce que je travaille donc depuis 1 an et demi, comme vous l'avez dit, sur les activités normandes en Afrique de l'Ouest du début du XVIIe siècle à 1174. Et donc les résultats que je vous présente aujourd'hui sont le fruit une recherche en cours. Donc, je vais utiliser des théories, je vais émettre des hypothèses, il y aura du conditionnel. Et donc, c'est le fruit d'une recherche en cours. Et d'ailleurs, souvent, lorsque j'évoque mon sujet, que ce soit avec des historiens ou non, des Normands ou non, il y a cette petite phrase interrogative qui revient, avec une mine un petit peu circonspecte. Est-ce que, est-ce qu'il y a vraiment des activités normandes en Afrique de l'Ouest à cette époque-là? Donc, évidemment, oui, et je vais essayer de vous le montrer maintenant. D'abord, alors pour changer de diaporama. Ouais, j'ai plus la main sur rien. Alors, Il faudrait de l'aide, s'il vous plaît. je pas la main sur le Le PowerPoint est diaporama. bloqué. Alors, comme c'est un... Ah bah si, Ah, ok, il suffit ok, de la avec la faire souris, voler. ça marche. Écoute, parfait. Hop. Alors d'abord, si on prend un petit peu de recul du point de vue chronologique, on dézoome pour prendre en compte toute la période moderne, on se rend compte que l'espace maritime normand qui se structure autour de la Seine, avec les ports d'Honfleur, du Havre, de Rouen et de Dieppe. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec voilà, avec la géographie de la Normandie. Donc ici, on a Honfleur, donc ici c'est l'embouchure de la Seine. On a le Havre en face. On a Rouen qui est plus à l'intérieur des terres, qui est plus un port fluvial, mais qui investit énormément d'argent dans les ports du Havre et d'Honfleur pour armer des navires pour le commerce au long cours. Et on a Dieppe qui est plus ici, qui est un peu plus éloigné, mais qui a de nombreuses connexions avec Rouen. Toutes ces villes, en fait, donc de l'espace maritime, elles sont interconnectées entre elles, sont interconnectées. Et si on met Dieppe à part, cet espace normand, c'est le deuxième pôle négrier français sur l'ensemble de la période moderne, juste après Nantes, mais avant Bordeaux ou La Rochelle. Mais cette activité négrière normande, et plus largement les activités normandes en Afrique de l'Ouest, sont surtout connues pour la période qui s'étend, à cause de la traite négrière, de la fin du XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui s'est passé avant est méconnu, pour pas dire ignoré, et pourtant il y a eu énormément d'expéditions normandes qui se sont rendues en Afrique de l'Ouest entre le début du XVIe siècle, voire même la fin du XVe siècle, et le troisième quart du XVIIe siècle, donc en gros jusqu'à 1175. Je peux même ajouter que si on dézoome cette fois-ci d'une manière spatiale et qu'on s'intéresse à l'ensemble de l'espace français sur cette période d'un gros siècle et demi, entre début 17e et 1674, et on se rend compte en fait que les Normands sont pratiquement les seuls à envoyer des navires en Afrique de l'Ouest. Il y a bien quelques expéditions qui partent de Bordeaux, de Bayonne, de Saint-Malo, mais c'est infime comparé aux expéditions normandes. Il y a actuellement le professeur qui m'a donné envie de travailler sur ce sujet, qui s'appelle Christophe Menevrier, qui est en train de préparer une HDR sur en gros, les expéditions françaises en Afrique de l'Ouest pendant tout le XVIe siècle. Et en fait, les, les résultats de ces travaux qu'il est en train de publier actuellement, donc comme je vous demande sur ces croquis, enfin, sur ces cartes, pardon, euh, peuvent vous donner une idée de l'importance numérique des expéditions normandes en Afrique de l'Ouest. Parce que, comme vous pouvez le voir, peut-être pas le compter, mais comme vous pouvez le voir sur ces cartes, entre 1600 1540 et 1610, ce sont environ 540 navires français, mais parmi eux majoritairement normands, qui touchent l'Afrique de l'Ouest. Et dans le cadre de voyages en droiture, c'est-à-dire directement en Afrique et le navire revient en Normandie, ou parfois dans le cadre d'expéditions triangulaires avant d'aller aux Amériques. Comme j'essaie de vous le montrer, on a donc un dernier quart 17e siècle et un 18e siècle bien connu, à cause de la traite négrière, qui concerne les activités plus généralement normandes en Afrique de l'Ouest, et un 16e siècle qui devrait bientôt l'être, avec cette HDR en cours. Entre les deux, on a donc cette période de 75 ans, en gros entre début 17e et 1174, dans laquelle je me suis fait un plaisir de m'engouffrer, parce que c'est une période avec énormément de changements, qui a été très peu étudiée, et beaucoup de changements notamment dans la manière de pratiquer le commerce, avec l'apparition des compagnies commerciales, mais aussi une période où l'État français, de manière générale, s'intéresse de plus en plus à la marine, avec notamment les ministériats de Colbert et de Richelieu avant lui. Il s'agit donc d'une période
assez courte, mais très sujette au changement, auquel le commerce avec l'Afrique n'échappe pas, et qui est donc extrêmement intéressante à étudier. Quels sont ces changements? Je viens d'évoquer rapidement, mais il y a l'une des évolutions les plus notables sur la période, c'est la création de compagnies commerciales. Pendant tout le XVIe siècle, mais aussi dans le premier tiers du XVIIe siècle, jusqu'en 1633 en fait, la manière d'armer et d'investir dans les expéditions, et bien, se monter et financer les expéditions, c'est à travers des associations de marchands. Les associations de marchands, pour reprendre les mots d'Éric Roulet, qui est un spécialiste des compagnies commerciales, elles sont montées en fait pour une seule affaire et dissoutes ensuite. Elles ont des buts, des objectifs plus limités que les compagnies. C'est-à-dire que les investisseurs, ils investissent pour une expédition, voire quelques-unes, mais pas plus. C'est un côté très éphémère. Jusqu'en 1633, en Normandie donc, parce que je m'intéresse à l'espace normand, mais c'est aussi valable pour ailleurs. C'est dans le cadre d'associations de marchands que des expéditions sont envoyées en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de continuité, en théorie, dans l'envoi de ces expéditions en Afrique. C'est-à-dire que chaque marchand est libre, ou non, de s'engager d'investir dans une expédition. Évidemment, je dis en théorie, parce que dans la pratique, dans les faits, on retrouve souvent les mêmes noms de marchands qui investissent dans les expéditions pour l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, en théorie, il y a une immense liberté commerciale avec ces associations de marchands. Mais les choses changent, pardon, à partir de 1633. On est alors dans une période où Richelieu est à la main sur les affaires maritimes et où il favorise notamment la création de compagnies commerciales. Et pour reprendre à nouveau les mots d'Éric Roulet, les compagnies commerciales donc, sont établies pour de longues périodes, comme il appert dans leur statut, de 10, 20 ou 50 ans, et se distinguent ainsi des associations de marchands montées pour une seule affaire et qui sont dissoutes ensuite. Elles prétendent ainsi s'installer dans le panorama économique et peser durablement sur l'organisation des échanges. Donc, en 1633, je vais sur la programme suivante, en 1633, le 24 juin, pour être tout à fait précis, est créée une compagnie commerciale normande qui dispose d'un monopole commercial pour commercer, et là j'ai souligné la première fois souligné, pour commercer vers les rivières de Sénégal, Cap-de-Vert et Gambie, Côte d'Afrique, pour y trafiquer et négocier avec les peuples et habitants du dit pays. Donc là, c'est ce concept. Cet espace rivière de Sénégal, Cap-de-Vert et Sénégambie, ça correspond à la région qu'on appelle aujourd'hui Sénégambie, correspond au pays actuel du Sénégal et de la Gambie. Donc, ici, je vous ai montré une carte. C'est une carte de Jean Guérard, qui est un cartographe diepois, qui a l'un des derniers cartographes diepois, qui a publié cette carte en 1631. Et en fait, sur l'espace sénégambien, ici, il est représenté tel qu'on le voyait à l'époque, c'est-à-dire que on pensait que la rivière du Sénégal, ici, et la rivière de Gambie, plus bas, en fait, étaient deux branches d'un seul fleuve qu'on appelait à l'époque Niger, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu où se situe cet espace sénégambien. Donc je reviens à l'octroi du monopole. Et donc en 1133, Richelieu octroie le monopole du commerce sénégambien pour 10 ans aux marchands normands. Je fais juste une petite parenthèse, 2 minutes, sur pourquoi il a octroyé ce monopole normand, aux Normands, pardon. Ça a pour origine le fait que dans les années 1620, il y a un petit groupe de marchands rouennais et diepois qui s'est mis à relancer des expéditions en Afrique de l'Ouest après un début du XVIIe siècle plus que morose, où quasiment plus aucune expédition ne partait, après un XVIe siècle, comme j'essaie de vous le montrer, où il y avait énormément d'expéditions qui partaient. Dans les années 1620, donc, on a ce petit groupe de marchands normands, pour des raisons qui m'échappent encore, qui se met à renvoyer des vaisseaux en Afrique, et même plus précisément vers le fleuve Sénégal, pour commercer. Le problème, c'est qu'une de ces expéditions, qui part de Dieppe en 1625 ou 1626, qui comprend 5 navires, elle se fait attaquer par une flotte hollandaise, qui tue des capitaines, qui vole des navires, qui vole des marchandises, pour une perte estimée au total à environ 400 000 livres, ce qui est une somme considérable pour l'époque. Nos marchands normands, ils vont donc se plaindre, ils sont pas très contents, ils vont donc se plaindre auprès du roi de France, auprès du Parlement de Normandie, auprès des Provinces-Unies. Et finalement, après 7 ans de procédure judiciaire, il y a Richelieu qui leur accorde ce monopole pour les récompenser des pertes par eux souffertes, de continuer le dit commerce eux seuls et envoyer des vaisseaux et navires au dit lieu pendant 10 années, sans qu'aucun autre s'y puisse ingérer ni entreprendre, sinon de leur consentement. Ce texte-là, ce petit bout de texte, c'est une permission, c'est la permission accordée par Richelieu, c'est le terme employé, c'est pas des lettres patentes, c'est pas un édit, c'est une permission, dont l'original a aujourd'hui disparu, mais j'ai beaucoup de chance sur ce sujet-là. Il a été publié 40 ans après dans le livre Les us et coutumes de la mer d'Étienne Clairac, en 1671. Et donc, voilà, je referme ici la parenthèse sur pourquoi le monopole a été octroyé aux marchands normands à cette époque. Pour reprendre le fil de mon propos,
Richelieu a donc accordé à un groupe de marchands normands le monopole du commerce en Sénégambie pour une durée de 10 ans. 10 ans initialement, parce que finalement, le monopole va durer jusqu'en 1164 et la création de la Compagnie des Indes occidentales. Création en fait, qui va être fin de manière automatique à la Compagnie normande. Et pendant cet intervalle, en gros, années 1630-1664, les Normands continuent, comme au XVIe siècle, d'être pratiquement les seuls Français à envoyer des navires en Afrique de l'Ouest. Et parmi cette immense région qu'est l'Afrique de l'Ouest, presque uniquement en Sénégambie. Il y a également une petite compagnie malouine, qui est créée en 1634, qui envoie quelques navires sur la côte de l'Or, au Ghana actuel, qui correspond à peu près à cette zone-là. Mais rien de très conséquent, c'est seulement quelques navires qui partent. Mais voilà, c'est juste pour vous le signaler. Donc, pour vous résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent sur l'histoire de ces activités normandes en Afrique de l'Ouest. On a une première période qui commence au début du XVIe siècle, jusqu'en 1633, où on a des associations, donc c'est via des associations de marchands, pardon, que des navires sont envoyés en Afrique de l'Ouest. On a ensuite une deuxième période entre 1633 et 1164, où là c'est le temps des premières compagnies, qui ont un caractère régional, voire local, avec le monopole du commerce qui se concentre entre les mains de quelques marchands seulement, et qui se fixe cette fois-ci spécifiquement sur la région sénégambienne, alors qu'avant ça, on envoyait des navires un petit peu partout, notamment sur la côte de l'Or dont je parlais. Et enfin, on a une dernière période, et c'est pour ça que j'ai poussé mon intervention jusqu'en 1674, on a une dernière période qui s'étend de 1664 à 1674. Cet intervalle de 10 ans, il correspond à la durée d'existence de la Compagnie des Indes occidentales, créée par Colbert, qui bénéficie en gros d'un monopole commercial sur tout l'espace atlantique, et qui a donc une fois, comme je l'ai dit, à la Compagnie normande de Sénégambie. Et avec la création de cette Compagnie des Indes occidentales, on change d'échelle. C'est plus une compagnie régionale, mais une compagnie nationale, avec des investisseurs qui peuvent provenir d'un petit peu partout, notamment de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que même au sein de cette compagnie nationale, les Normands ont continué de garder leur savoir-faire et leur spécificité, au moins dans les premières années, vis-à-vis du commerce au Sénégal. Parce que d'après ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, dans mes sources, ce sont eux, presque uniquement eux, qui envoient des navires en Sénégambie jusqu'au début des années 1170, comme on peut le voir sur ce document qui provient de l'amirauté de La Rochelle. Et donc c'est le rôle d'équipage d'un navire qui va au Sénégal en 1667. Alors je ne sais pas si vous arrivez très bien à voir, mais en fait dans ce rôle d'équipage, on se rend compte que pratiquement tout l'équipage provient de Dieppe. On a le capitaine qui est dieppois, le navire est d'origine dieppoise et la plupart des matelots sont d'origine dieppoise ou alors de la région très proche. On a par exemple Saint-Valery-en-Caux qui est cité à quelques reprises, mais c'est pratiquement uniquement dieppois. Et en fait, il semble qu'on retrouve ce modèle d'expédition en Sénégambie pratiqué uniquement par des dieppois et par des Normands en général, jusqu'au début des années 1170. Entre la fin du XVIe siècle, 1174, on a donc une continuité dans l'envoi des navires normands en Sénégambie, avec évidemment des moments où il y en a plus ou moins, mais une continuité. Mais derrière cette continuité, la manière dont sont armées et financées les expéditions change de manière très importante. À partir de 1133, on n'investit plus dans une expédition, on investit pour une compagnie, on investit dans la durée. À partir de 1133, se mettent donc en place des structures pérennes, qui n'existaient pas auparavant. Et à partir de 1164, même si finalement l'expérience de la CIO, de la Compagnie occidentale, ne dure que 10 ans, on a cette volonté de pérennité, avec un investissement conséquent au départ, et aussi avec le soutien de la monarchie, qui investit beaucoup d'argent dans l'affaire. J'insiste autant sur ces trois phases, avant 1633, 1633, 1164, 1164, 1174, c'est parce que ces changements dans la manière d'investir dans les expéditions vers l'Afrique et l'apparition de ces structures pérennes, selon moi, c'est ma théorie, vont radicalement changer la manière de voyager et de commercer en Afrique, et particulièrement en Sénégambie. Et le premier de ces changements, c'est la construction de comptoirs commerciaux à l'embouchure du fleuve Sénégal. Avant 1633, l'idée, quand les Normands vont en Afrique, c'est de faire du cabotage là-bas. C'est-à-dire de se rendre sur plusieurs places du littoral ouest africain pour échanger, négocier, commercer avec les populations locales, et avec toujours cette incertitude liée à la présence ou non de marchandises. Parce que si, typiquement, si un autre navire est passé dans la zone où se rend le navire normand une semaine auparavant, il n'y aura plus rien. Parce que le marchand africain aura vendu, enfin les marchands africains plutôt, auront vendu toutes leurs marchandises, auront écoulé leur stock aux premiers Européens venus. Parce qu'évidemment, les marchandises leur plaisent. Parce qu'il y a cette deuxième incertitude,
qui est lié au fait de savoir si les marchandises apportées aux Africains vont plaire aux populations, vont leur plaire. Au XVIIe siècle, par exemple, il y a sur la Côte de l'Or, les habitants de la Côte de l'Or sont réputés pour leur goût très difficile et très changeant, avec lesquels il faut donc s'adapter et jouer. Or, à partir de 1633, c'est juste après, à partir de 1633, selon moi, avec la création de la compagnie, les marchands savent que s'ils investissent, leur investissement aura le temps d'être amorti, d'être rentabilisé, parce qu'ils ont le temps, ils disposent d'un monopole d'abord de 10 ans, puis de finalement plus de 30 ans. La notion de durée, elle est centrale ici, parce que, selon moi, encore une fois, c'est ce qui conduit ces marchands normands à vouloir installer le premier comptoir à l'embouchure du fleuve Sénégal assez rapidement après la création de la compagnie, dès 1638. Alors, le premier comptoir, il est ici, sur l'île de Bocos. Donc, ici, c'est le fleuve Sénégal, qui est tout en longueur, avec l'embouchure qui est ici. Et on a ici l'île de Bocos, sur lequel est construit le premier comptoir en 1138. Ce premier comptoir, au départ, il n'est pas vu comme une habitation permanente. C'est seulement pour passer l'hiver, la mauvaise saison, et ensuite repartir. Mais très rapidement, dès 1641-1642, donc 3-4 ans après, cette construction elle commence à être habitée tout au long de l'année. La durée d'existence de ce premier comptoir elle est assez brève parce que cette île elle est fréquemment de Bocaux, donc c'est juste ici, hein. On la voit. Elle est fréquemment balayée par les vagues et le comptoir il est finalement détruit à cause de ça dans les années 1150. Mais les marchands normands ne se désespèrent pas, ils en construisent un autre sur la même île, vraisemblablement à un autre endroit. Mais ce comptoir est à nouveau détruit par les vagues entre 1661 et 1164. Cette fois-ci, les marchands normands avaient anticipé sa destruction, et dès la fin des années 1650, ils avaient construit sur l'île appelée par les populations locales Endar, qui est ici, un peu plus au nord, et que les Normands ont renommé Saint-Louis, construisent une troisième habitation. Et on est assez bien informé sur cette troisième et dernière habitation, celle de Saint-Louis, parce qu'on possède, aux Annales, donc juste ici, on possède un état de l'habitation du Sénégal, qui est un inventaire fait au moment de la vente des effets de la compagnie normande à la compagnie des Indes occidentales de ces effets. En fait, c'est un état des lieux de l'habitation du Sénégal, avec, on apprend entre autres qu'il y a une douzaine de bâtiments, ce qui en fait une structure assez importante pour l'époque, une sorte de petit village en fait. Il y a 51 employés sur place, dont 2 aumôniers, 8 commis et 41 travailleurs. On n'a pas de représentation de ce comptoir au moment de sa création par les Normands. Mon Sacoy, il ressemblait une trentaine d'années plus tard. Donc ici, c'est une représentation du fort en 1694. Donc voilà, une trentaine d'années plus tard. Aujourd'hui, de manière générale, on est assez familier avec l'utilisation de ces comptoirs par les Européens et par les Français, notamment pour la traite négrière au XVIIIe siècle. Il était dans les programmes en tout cas à mon époque d'histoire, en quatrième ou cinquième. Mais comme je l'ai dit, avant 1638, on n'utilisait pas de comptoir en France pour aller commercer en Afrique. C'était du voyage de cabotage. C'était le long des côtes. Il y avait quelques tentatives auparavant. Donc, par exemple, en 1582, pendant à peu près un an, il y a le gouverneur du portugais du fort de Saint-Georges-de-la-Mine, qui est situé sur la côte de l'Or, donc à peu près par ici, qui ressemblait à ça au début du 7e siècle, le fort de Saint-Georges-de-la-Mine, qui accorde à 2 facteurs normands, donc en 1582, le fait de pouvoir rester sur place dans le fort pendant près d'un an, après négociation évidemment et échange d'argent, pour pouvoir constituer un stock de marchandises que des navires normands n'auraient ensuite plus qu'à récupérer pour faciliter le commerce. Donc. Mais avec l'addiction du royaume du Portugal par l'Espagne, donc cette même année, les 2 facteurs sont finalement tués par des Espagnols donc dans le cours de l'année suivante. Parmi les autres expériences, il y a également eu en 1612 la tentative du capitaine rouennais Augustin de Beaulieu de construire une habitation ou une construction à l'embouchure du fleuve Gambie, qui finalement échoue. Et il y a également eu dans les années 1630 la compagnie de Saint-Malo dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu une petite construction, vraiment pas grand-chose, et notamment pour héberger des missionnaires, des missionnaires, pendant quelques années dans le royaume d'Eguafo, qui est situé juste ici à nouveau sur la côte de l'Or. Mais bon. Oui. Pardon, je suis perdu. Oui, non, c'est bon. Oui, c'est ça. Donc, d'une manière générale, comme j'essaie de vous le montrer, il y a eu des essais qui ont été faits, mais il n'y a rien eu de très concluant. Le plus concluant, c'est peut-être la compagnie de Saint-Malo, qui a eu une toute petite construction, mais vraiment pas grand-chose. Donc, à ce titre, les compagnies normandes de Sénégambie, elles introduisent donc cette innovation en France de la construction et de l'utilisation de comptoirs en Afrique.
parce que si les deux premiers comptoirs sur l'île de Bocos ont finalement été détruits, le comptoir de Saint-Louis est lui bien resté debout. Et après la fin des compagnies normandes, il a été utilisé par la Compagnie des Indes occidentales, puis par les compagnies du Sénégal, et en fait tout au long du XVIIIe siècle et même au XIXe siècle. Et Saint-Louis du Sénégal, c'est peut-être une ville qui vous dit, ou un nom qui vous dit quelque chose, parce que ça a notamment été la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc, oui, c'est la capitale de l'Afrique occidentale française. Et aujourd'hui, c'est toujours une ville actuellement qui ressemble à peu près à ça. C'est une vue contemporaine. Donc, ces petites compagnies normandes, inconnues, je pense, pour la plupart d'entre vous, elles ont été les bâtisseuses de l'une des villes les plus importantes d'Afrique de l'Ouest pendant très longtemps, donc même jusqu'à nos jours. Et c'est pas tout, parce que suite à cette expérience réussie des compagnies normandes, la France, à partir de 1164, et la Compagnie des Indes occidentales, donc, elle a cherché à multiplier la possession de ses points d'ancrage sur le continent africain. Pas seulement au Sénégal, mais aussi plus loin, jusqu'au Congo, et en se basant évidemment certes sur le modèle portugais et hollandais qui prévalait depuis plus de 2 siècles, mais aussi peut-être, c'est mon hypothèse, peut-être en se servant sur cette expérience réussie des compagnies normandes. À quoi servaient ces comptoirs ou ces habitations? À quoi ça servait d'en avoir? Pardon, avant ça, j'ai utilisé jusqu'à présent les mots comptoir et habitation comme des synonymes, parce que, en fait, dans les termes, comme là je vous le montre sur ce petit extrait, en fait, les deux termes étaient utilisés, enfin, le terme habitation était utilisé pour désigner ce comptoir normand en Afrique. Et il y a peut-être derrière ça une spécificité française, voire normande, parce que le terme habitation est aussi beaucoup utilisé aux Antilles pour désigner ces petites habitations, enfin ces petites constructions ou ces lieux où logeaient les Français, voire les Normands. Donc voilà, je une petite parenthèse là-dessus. Et maintenant, à quoi pouvait servir le fait d'avoir comment ça s'appelle? Un comptoir. D'abord, ici, je ne sais pas si on arrive à le voir sur le diaporama, mais ici, il y a marqué la barre. En fait, à la barre, à l'embouchure du fleuve Sénégal, c'était un banc de sable qui bougeait au gré des courants et sur lequel il y a sur laquelle beaucoup de navires s'échouaient parce que comme ça bougeait constamment, même d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre. Mais en fait, trouver l'entrée, trouver le passage pour aller plus loin et rentrer un petit peu dans l'embouchure du fleuve, c'était très compliqué. Donc c'était déjà une question pratique de construire un comptoir ici, sur l'île de Bocos, ensuite sur l'île de Saint-Louis, parce que comme ça, le navire n'avait qu'à rester ici, juste devant la barre. Ensuite, il y avait des petits bateaux qui les attendaient sur les comptoirs pour aller décharger et recharger des marchandises. Avec un comptoir, il y a aussi la fin des incertitudes dont je parlais précédemment, parce que les agents sur place, ils négocient des marchandises tout au long de l'année avec les populations locales. Donc quand un navire arrive, il n'y a plus besoin que de le charger, de le décharger de le décharger pour récupérer les marchandises européennes qui arrivent et de le charger de marchandises africaines qui vont donc repartir. Par ailleurs, en côtoyant tout au long de l'année les populations locales, il est bien plus simple de connaître leur goût et les marchandises qui leur plaisent. Et avec ce gain en efficacité, il y a évidemment une économie qui est faite derrière au niveau financier, en réduisant notamment le temps de voyage et tout ce que ça implique. Le salaire des hommes, l'immobilisation du capital pendant le temps de voyage et l'éventuel aussi pourrissement des marchandises. Cette économie, qui est difficile à mesurer avec ce gain d'efficacité, elle est difficile à mesurer, je n'ai pas de chiffre à vous donner, mais elle doit être logiquement supérieure à l'entretien de plus de 50 hommes tout au long de l'année sur l'habitation. Et en plus de l'économie qui devait certainement être faite, on peut aussi penser que la possession d'un comptoir, elle devait rassurer les potentiels investisseurs en leur montrant que c'est une compagnie solide qui avait les moyens d'entretenir une telle structure. Dans une dernière partie dont le titre a sauté, je vais maintenant m'intéresser à les modifications des structures des réseaux commerciaux au temps des premières compagnies normandes. C'est-à-dire quelles ont été les conséquences de la création de cette compagnie et de l'utilisation de ces comptoirs. D'abord, au niveau... Non, plutôt... attends, ok, ça marche. D'abord, sur le continent africain, il y a eu... là, je vais mettre des théories, des hypothèses. Je n'ai pas encore les moyens de les vérifier parce que je n'ai pas encore trouvé les sources là-dessus. Il y a le renforcement d'un pôle commercial certainement très important autour de l'habitation. C'est-à-dire que à la fin du XVIe siècle notamment, il y a 3 récits de voyageurs qui indiquent tous les points de traite sur le littoral sénégambien. Et mon hypothèse, c'est qu'en fait, avec la création de ce comptoir,
tous les marchandises convergent vers le comptoir parce que ça devient l'unique point de traite j'entends synonyme de commerce, pas de traite négrière. Ça devient l'unique point de traite de toute la région. Et c'est notamment bien documenté pour ce qui concerne la Côte de l'Or, le fait que la création de comptoirs, eh bien, ça fait converger les réseaux commerciaux jusqu'à ce comptoir parce que ça constitue un débouché pour les marchandises africaines. Il y a également de nombreux petits bateaux que j'évoquais tout à l'heure qui sont localisés donc sur le comptoir, qui vont redescendre le cours du fleuve pour aller chercher les marchandises des navires européens, mais qui vont aussi remonter le cours du fleuve pour aller chercher des marchandises africaines. Donc voilà, cette idée, ce premier point, cette structuration ou ce renforcement d'axes commerciaux liés, enfin, autour de l'habitation du Sénégal. Et ensuite, une seconde notification, c'est la création ou là, encore une fois, le renforcement d'un axe maritime Dieppe-Sénégal, parce que, comme on le voyait pour le XVIe siècle, il y avait beaucoup de voyages triangulaires au XVIe siècle, mais avec la création de la compagnie, encore une fois d'après mes sources, les voyages se font uniquement en droiture pour cette compagnie. C'est-à-dire qu'il y a un axe maritime Dieppe-Sénégal qui se fait, parce que, et là je vous arrive à Dieppe, donc Dieppe qui est ici, parce qu'en fait, dans le cadre de de ces compagnies normandes, tous les départs se font à Dieppe. C'est-à-dire que en gros, c'est une compagnie un peu bicéphale. Il y a l'investissement, l'argent est surtout à Rouen, et la préparation d'expédition des navires se fait à Dieppe. Donc en fait, on a cet axe Dieppe-Sénégal qui se crée avec la création des compagnies de Sénégambie. Parce qu'avant, ça peut aussi partir d'Honfleur et du Havre au XVIe siècle. Et là, on a vraiment plus ça entre 1133 et 1164. Euh, voilà. Il y a également, ça c'est une image de Dieppe au XVIIe siècle, il y a également une diffusion des marchandises, étant donné que toutes les marchandises arrivent à Dieppe, il y a également une diffusion des marchandises à l'échelle régionale, voire même internationale. Parce que quelles marchandises débarquaient à Dieppe? Quelles marchandises les Normands allaient chercher en Afrique? Il y a d'abord la gomme arabique. La gomme arabique, c'est une sève qui est extraite des arbres du genre acacia, qui aujourd'hui est encore utilisée pour tout un tas de choses, l'industrie pharmaceutique, les bonbons, les sodas, et qui à l'époque servait surtout pour l'industrie textile. Il y a également des cuirs, des dizaines de milliers de peaux de bêtes qui arrivent, dont je ne connais pas encore l'utilisation. Et il y a de la cire. Il y a même également deux mentions d'éléphants vivants qui sont ramenés à Dieppe, pas vraiment sur cette période, mais un tout petit peu avant. Mais pour vous dire la diversité des marchandises et des choses qui pouvaient arriver en provenance d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de traces directes, en tout cas, j'en ai pas encore trouvé, de l'utilisation de l'habitation pour la traite négrière. Donc voilà, il y a quelques traces indirectes, mais des traces directes, j'en ai pas encore trouvé. Et pour vous donner une idée de la diffusion des marchandises à l'échelle internationale d'abord, la gomme arabique, donc les Normands, ils la cherchaient au Sénégal, ils la ramenaient en Normandie, et ensuite il y avait des navires qui repartaient. Enfin, une fois arrivés en Normandie, cette gomme arabique, donc achetée par les marchands de la compagnie, a été revendue à d'autres marchands normands, et ensuite elle repartait en Espagne, où elle était vraisemblablement aussi utilisée pour l'industrie textile. Et maintenant, à l'échelle régionale, et puis sur des marchandises, je prends l'exemple de l'ivoire. Ici, je vous ai mis quelques exemples de sculptures en ivoire, qui sont toutes conservées, bon, pour la plupart, au château-musée de Dieppe, parce qu'en fait, là, c'est encore une fois une autre de mes théories, c'est que entre une- un artisanat qui s'est développé, un artisanat ivoirier et burnin qui s'est développé de manière très conséquente à Dieppe au XVIIe siècle, et particulièrement entre les années 1620 et 1670. C'est-à-dire qu'au début du XVIIe siècle, il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup d'artisans ivoiriers, et après, autour de 1170, il y en a énormément. Et donc ma théorie, c'est que avec l'arrivée des défenses d'éléphants qui sont mentionnées dans beaucoup de sources à Dieppe, eh ben, en fait, il y a des répercussions au niveau de l'artisanat. Ah, excusez-moi. Je bois juste un coup. Pardon. Il y a eu des répercussions au niveau local avec justement la création d'un artisanat grâce à l'arrivée de toutes ces défenses au sein d'une seule ville, parce que ça a été en gros le principal centre de sculpture sur ivoire en France à cette époque, avec des œuvres ou des objets qui ensuite perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Il reste encore aujourd'hui un ivoirier des poids. Ok. Je finis rapidement sur les sources, que j'ai donc assez peu évoquées.
parce que, et notamment les récits de voyage, dont il a été beaucoup question aujourd'hui. Il y a eu assez peu de récits de voyage sur cette période, notamment pour moi dû au fait il n'y avait pas d'intérêt pour des voyageurs, enfin pour des marchands plutôt, d'écrire un récit de voyage sur une pratique qu'ils avaient l'habitude de faire. On a deux récits en particulier, un d'un missionnaire religieux qui s'appelle Alexis de Saint-Lô dans les années 1630, et un autre qui s'appelle Claude Jeannequin de Rochefort, qui n'est pas un missionnaire religieux, lui, mais qui est un voyageur assez curieux que j'ai un peu de mal à saisir, je ne sais pas trop, mais ce qu'il fait là, mais il participe à la construction de la première habitation, et il en fait un récit de voyage. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose sur cette période 1133-1164, et même d'une manière générale, on n'a pas grand-chose sur toute la période considérée dans cette représentation. Les sources diepoises ont pour la plupart disparu, parce qu'il y a eu un incendie à Dieppe à cause d'un bombardement anglo-normand, anglo-hollandais, pardon, en 1194. Donc la plupart des sources ont disparu. Il reste ce type de sources-là, notamment sur la pratique commerciale. Donc ça, c'est quelques registres de tabellionnage qui ont survécu à ce bombardement. Et dans ces sources du tabellionnage, ici, c'est une charte partie. On apprend tout un tas d'éléments. Donc c'est notamment l'investissement de chaque marchand, au sein d'une expédition, le nom du capitaine, ce que le capitaine doit faire, pas trop les marchandises qu'il doit aller chercher, mais le montant total des marchandises qu'il emmène et les différentes règles auxquelles il doit obéir pendant son voyage. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Donc, nous allons écouter la troisième et dernière intervention